Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle et quotidienne. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Bonjour Alexia. Bonjour. Bienvenue dans Business Models. Vous êtes la fondatrice de Popot Duck, une application, un service qui permet justement de répondre à cette question que je suis sûr de très nombreux Français se posent tous les jours. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Comment vous nous pitchez Popot Duck en quelques mots ? Alors, Popot Duck, ça permet très simplement de planifier ses repas en 3 clics. C'est très simple. Ben voilà, c'est Donc en fait. fait, vous allez, voilà, vous avez vu 3 mots, c'était efficace. Bon, on va revenir sur cette aventure passionnante, en effet, qui est la vôtre. Mais auparavant, comme toujours, on s'arrête un peu sur l'actualité du secteur qu'on pourrait qualifier au sens large de l'alimentation. Il se passe beaucoup de choses en cette période de confinement. Finalement, les Français, les Françaises et les Français ont retrouvé le goût de la cuisine. Tout à fait. On va dire que la Covid a précipité, parce que c'était déjà une tendance de fond, mais a précipité tout l'aspect mieux manger, plus de transparence, plus de transmission aussi sur ce qu'on mange, faire attention aux produits qu'on achète, l'accélération du bio pendant cette période-là. Mais par contre, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est la charge mentale pour s'organiser. Parce que plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Plus on peut faire bien, plus c'est compliqué. Qu'on vérifie ce qu'on a dans son frigo, faut qu'on vérifie qu'on ait les bonnes recettes, qu'on ne fasse pas toujours la même chose. Voilà, donc la charge mentale n'a pas diminué, d'où Popot Duck. Mais par contre, l'envie de bien faire a augmenté. Voilà. Donc avant de rentrer dans le détail de ce que propose Popot Duck, en effet, sur ces enjeux autour de l'alimentation, on voit des grandes surfaces, je pense à Carrefour, qui ressentent complètement leur raison d'être autour du bien manger. On voit des applications comme Yuka qui ont connu un grand succès et qui permettent dans les rayons des grandes surfaces, encore une fois, de sélectionner les produits sains. Tout ça, j'imagine que c'est une tendance de fond qui s'explique de façon structurelle. Oui, structurelle et puis je dirais encore plus précisément parce qu'en réalité, il faut savoir que ce qui s'est passé sur l'aspect alimentation, c'est que, comme vous le dites, on a voulu améliorer, même au niveau industriel, les aliments. Vous voyez, on retire des aliments controversés et surtout, les consommateurs sont de plus en plus avertis. Donc, de toute façon, aujourd'hui, l'industriel a autant besoin du consommateur que le consommateur a besoin de l'industriel. Ils sont vraiment devenus acteurs de leur consommation. Ouais, les consommateurs. Exactement, tout à fait. Avec aussi des initiatives comme C'est qui le patron, par exemple, où ce sont les consommateurs qui, finalement, s'associent pour dicter un petit peu leur choix et créer, en fait, les produits de leurs rêves. Ça vient de quoi ? Ça vient aussi de toutes les dérives qu'on a pu observer, de la malbouffe, des problèmes d'obésité, des problèmes aussi d'intoxication qui ont pu exister ? Effectivement, comme vous le dites, il y a eu tous les scandales alimentaires qui ont fait du mal, qui ont fait du mal aux industriels. Bon, en même temps, certains l'avaient provoqué, mais voilà, ça a fait du mal en termes d'image. Il y a une grosse part de digitalisation, comme vous le dites, avec Yuka, donc les consommateurs sont beaucoup plus avertis. Et il y a aussi une grosse prise de conscience autour de l'impact du bien-être et de l'alimentation. Aujourd'hui, et la Covid en fait partie, faut savoir quand même que la Covid, le premier endroit où le Covid s'introduit dans le corps, c'est par le microbiote intestinal. Donc la qualité du microbiote va jouer un rôle dans justement son bien-être et du coup potentiellement repousser ou pas le virus. Donc ça, on le constate sur la Covid, mais on le constate aussi sur les cancers, on le constate sur les dépressions. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que le bien-être et l'alimentation, c'est un enjeu. Et puis il y a aussi d'autres enjeux plus macro, si on peut dire. Comment est-ce qu'on va nourrir la planète à terme sans l'épuiser ? Il y a les tendances véganes qui montent ou autres. Ça aussi, ça fait partie de notre quotidien. Alors, sachez surtout qu'en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que si idéalement on arrive à supprimer complètement le gaspillage alimentaire, en réalité, on produit suffisamment pour nourrir les 9 milliards de personnes en 2050. La problématique aujourd'hui, elle est autour du gaspillage, encore plus dans les pays en développement et comme nous, et les pays déjà bien développés. Sauf qu'on ne le sait pas au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, le gaspillage alimentaire est problématique sur les pays en développement, sur l'aspect agriculture, industrie. Nous, c'est plus chez les consommateurs, justement, qu'il y a un vrai souci et que c'est eux les plus gros consommateurs, enfin les plus gros gaspilleurs aujourd'hui. Mais effectivement, déjà, ça serait le premier pas pour aller vers un plus grand nombre de personnes alimentées.
Bon, tout ça plante le décor et montre bien à quel point il y a des innovations et un marché potentiel fort autour de l'alimentation. On va justement s'intéresser à ce marché, ce qui motive des entrepreneurs comme vous à l'investir. En effet, on voit beaucoup d'entreprises essayer d'améliorer cette alimentation et cet écosystème. On a parlé de Yuka. Sur le gaspillage, il y a une autre initiative dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui est Too Good To Go. Too Good To Go, voilà, absolument, qui a un nom pourtant dont on devrait facilement se rappeler. Voilà, qu'est-ce qui attire finalement tous ces entrepreneurs? Il y a une dimension un peu aussi faire le bien. Ah, c'est complètement ça. Enfin, nous, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que je suis pas la seule. Quand on a monté l'entreprise, la philosophie de l'entreprise, c'était de dire on veut le plus tôt possible arriver à nourrir le plus de monde possible avec la meilleure nourriture possible. Et nous, c'est ça la vision qu'on a de notre entreprise, et c'est ça qu'on veut arriver à faire. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faciliter la vie du consommateur, mais vous verrez aussi de créer un lien particulier entre les acteurs et de recréer un cercle vertueux en fait entre tous les acteurs de l'alimentation. Et alors, on parle des initiatives digitales qui viennent être une couche entre les producteurs et les consommateurs, une interface. Il y a aussi beaucoup d'initiatives sur la production, sur la façon dont on va mieux produire cette alimentation. Alors, avec des choses un petit peu de science-fiction, comme les fermes verticales, comment vous voyez ces choses-là arriver ? Il nous en faut, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des modèles qui arrivent à terme et qu'aujourd'hui, effectivement, il faut produire différemment. Mais il faut aussi savoir comment, parce qu'en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que beaucoup, malheureusement, d'initiatives critiquent en disant oui, c'est mal fait, c'est pas forcément propre, c'est pas forcément bien fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout industriel qu'ils sont, ils veulent justement bien faire, mais ils savent pas forcément toujours comment faire. Et c'est ça le sujet. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, il faut recréer en fait cette communication et cette discussion qui est saine en fait en réalité, si on veut y arriver. Parce que le consommateur aujourd'hui a des choses à dire et l'industriel a besoin de ces choses-là pour lui aussi être dans une logique plus pérenne. Alors, il y a l'industriel, celui qui fabrique, et il y a aussi le distributeur. La distribution, c'est souvent des bras de fer qui défraient la chronique. Est-ce que là-dessus, vous voyez des initiatives aussi intéressantes côté distribution ? Aujourd'hui, on en voit un petit peu moins. Malgré tout, il y a quand même un environnement réglementaire. Enfin, vous le savez, dernièrement, qu'ils ont assez renforcé à ce niveau-là pour justement faire en sorte que les producteurs soient un peu plus privilégiés par rapport à avant en termes de marge, etc. Maintenant, là où il y a une chose qui est en train de se passer, et là, les distributeurs n'ont pas le choix que de s'adapter, c'est que la guerre des prix, comme ils l'ont pratiqué pendant des années, des décennies, ça suffit plus. C'est-à-dire que le consommateur, ok, regarde le prix, mais ne regarde plus que ça. C'est tous les services que vous allez fournir autour. Donc, on est en train de se transformer, enfin, la distribution se transforme pour justement mieux répondre aux besoins du consommateur et plus seulement être dans une guerre de prix. Donc, c'est plus ça, en réalité. Et ça, le prix, parce que longtemps, ça a été en effet un vœu pieux, parce qu'à la fin, le prix s'impose aux consommateurs et ça reste un critère de choix pour de très très nombreux Français. Est-ce que ça, vous dites, en fait, c'est en train de sauter ce verrou prix, on va peut-être allouer son budget différemment ? Alors non, ça ne sautera pas totalement, c'est-à-dire que ça reste dans les veines de la grande distribution et de la distribution de manière plus générale. Maintenant, par contre, ils essayent de faire différemment, c'est-à-dire qu'ils acceptent peut-être d'être un tout petit peu plus cher en fournissant plus de services aux consommateurs. Mais le consommateur est capable d'encaisser cette hausse de prix, parce que bon, le pouvoir d'achat reste le pouvoir d'achat. Alors, encore une fois, la logique aujourd'hui, c'est de dire, et c'est là où on voudrait aller, alors c'est un peu utopiste, mais c'est vrai, en fait, on peut tous mieux manger, mais il suffit de manger de manière plus flexible. On n'est pas obligé de consommer de la viande tous les jours, on n'est pas obligé de manger du poisson tous les jours, on n'est pas obligé de manger des choses tiers tous les jours. C'est une question d'équilibre. Et en fait, en réalité, on peut manger du bon produit si on le mange de manière plus raisonnée. Aujourd'hui, on est dans une surconsommation de tout, et c'est ce qui fait qu'en fait, on s'en sort pas, et que du coup, tant économiquement d'ailleurs que de manière alimentaire. Et donc l'idéal, en tout cas ce vers quoi on voudrait tendre, c'est de dire en fait il n'y a rien de mauvais, mais il faut rééquilibrer en fait la consommation et on n'est pas obligé d'avoir de tout le temps. C'est ça le sujet. Et c'est là où il faut aller. Il faut lutter contre son éducation, il faut réapprendre, voire même contre son réflexe. Parce que c'est humain finalement de faire des réserves et de se dire, bah tiens, c'est presque préhistorique, cro-magnonesque. Quand il y a des vaches grasses, il faut les manger parce qu'après, il peut y avoir des vaches maigres.
Bah, après, c'est une rééducation plus globale, hein. Enfin, c'est au-delà du consommateur. Vous voyez, par exemple, on est arrivé à une aberration où aujourd'hui, dans n'importe quel supermarché, vous allez trouver des tomates en hiver, vous allez trouver des produits qui sont pas de saison voilà, qui sont en plus pas très très bons, il faut se le dire. Donc c'est aussi une éducation qui passe aussi par le distributeur, parce que le consommateur est aussi éduqué parce qu'il le trouve. Je veux dire, aujourd'hui, s'il consomme des tomates en décembre, c'est aussi parce qu'il trouve des tomates chez le distributeur. Je veux dire, c'est pas que de sa faute. Je veux dire, c'est vraiment la chaîne qui doit s'améliorer. Chacun ses responsabilités. Alors on va voir justement comment est-ce que vous voulez vous inscrire dans cette chaîne de responsabilité et comment est-ce que Pop Hot Duck se lance et pour résoudre ce défi. Alors j'imagine qu'on ne lance pas une aventure entrepreneuriale comme Pop Hot Duck par hasard. C'est pas je réfléchis à tiens qu'est-ce que je pourrais faire. Il y a une volonté, enfin ça doit venir de loin ça, de l'intérieur. Ah oui, 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 de loin. Alors moi, il faut savoir que j'avais déjà une première entreprise et ça vient donc déjà dans le food, hein, et c'est de cette première entreprise finalement que j'ai ressenti le besoin initialement sur Pop Hot Duck, où en fait on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des vrais sujets autour du consommateur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tant en termes de gaspillage, de contraintes, et en fait surtout autour de l'organisation. C'est-à-dire que si vraiment on veut répondre à cette problématique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que nous, on veut vraiment y arriver à notre vision, c'est-à-dire on nourrit le plus de monde possible avec une meilleure alimentation, il fallait vraiment qu'on arrive à décharger déjà le consommateur lui-même de cette contrainte. Parce qu'en fait, en réalité, savoir ce qu'on va manger demain, savoir ce qu'on a dans le frigo, vérifier les dates de péremption, trouver la bonne recette, pas refaire la même recette, équilibrer tout ça, compter pour le nombre de personnes, ça devient très vite une contrainte. Ah Et oui, une aujourd'hui, grosse il n'y avait pas contrainte, de vraie ça réponse. je vous le confirme, et c'est vrai que vous le prenez donc du côté un peu ludique, un peu aide, pour faire changer, évoluer dans le bon sens finalement ces modes de consommation, mais vous avez dit, bah, faut pas que ce soit vécu comme une contrainte, il faut plutôt apporter une aide. C'est ça. Bah, en fait, nous, du coup, le parti pris qu'on a pris, c'est on s'est dit quelle est la réponse qu'on peut lui apporter. Aujourd'hui, toutes les réponses qu'on apportait aux consommateurs sur la cuisine du quotidien, elles étaient essentiellement liées à l'aspect exécution. C'est-à-dire, vous allez retrouver des robots qui vont faire à votre place, vous allez retrouver des livraisons de produits que vous n'avez plus qu'à cuisiner, etc. Mais dès que vous deviez vous organiser une semaine, en fait, c'est ça le sujet, il n'y avait pas de réponse. Vous avez des bases de données de recettes, mais ça vous équilibre pas une semaine, ça vous équilibre pas des repas, ça vous fournit pas une liste de courses. Et donc, il n'y avait pas vraiment de réponse à cet aspect organisationnel. Et on s'est rendu compte que cette contrainte était aussi liée finalement au gaspillage. C'est-à-dire que plus la contrainte était forte, plus on gaspillait. Parce qu'en réalité, on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps de faire l'inventaire frigo tous les jours, etc. Et donc, on s'est rendu compte, double effet qui se coule, c'est qu'en soulageant la contrainte, c'est-à-dire en favorisant une planification facile à partir des contraintes du foyer, en générant automatiquement la liste de courses, en exécutant facilement et en mettant à jour en permanence l'inventaire, et ben, résultat des courses, on limitait le gaspillage alimentaire, sans contrainte supplémentaire pour l'utilisateur. Alors on voit, hein, il y a une petite illustration qui apparaît à côté de vous avec l'application, là, vous pouvez nous la commenter en fait, comment ça fonctionne, c'est sur mon Ouais, smartphone? alors, ouais, tout à fait. Alors, vous avez donc l'application. Donc là, ce que vous visualisez, c'est la planification. C'est-à-dire que là, il vous a. Alors, notre innovation à nous, c'est qu'on a réussi, en fait, pour faire simple, à modéliser une intelligence artificielle qui vous permet de prendre en compte l'intégralité des critères du foyer et de partir de ces critères-là pour arriver derrière à pouvoir vous proposer la meilleure réponse en termes de planification de repas. Et donc là, il a généré des recettes en temps normal qui va équilibrer, varier et adapter, par exemple, au nombre de personnes que vous êtes, que vous avez dans votre frigo, le temps que vous voulez y passer, le type de repas que vous voulez, c'est-à-dire entrée, plat, plat, dessert, etc. Et tout ça, il va le générer de manière automatique. C'est-à-dire que ça, il faut savoir qu'en temps normal, ça prend en moyenne une trentaine de minutes par jour sur un foyer de 4 personnes. C'est énorme. Juste pour faire ça, c'est-à-dire organiser, planifier, faire des courses. Et nous, on l'a réduit à 5, allez, vraiment, si vous voulez passer du temps, 7 minutes. Mais vraiment, voilà, en 3 minutes, vous pouvez arriver à tout planifier sur votre semaine. Voilà. Et on a vu une espèce de, j'allais dire de mascotte, un canard, un pingouin, je ne sais pas, vous me direz, un robot en tout cas. C'est ça l'évolution de Pop-Up Duck. Enfin, un canard s'appelle Duck, pardon, je suis idiot. Mais bon, voilà, ce canard. Alors, L'idée, c'est de sortir du smartphone et de devenir vraiment un objet dans la cuisine.
Exactement. Alors en fait, pour tout vous dire, quand nous au début on avait lancé, quand on a co-construit cette solution, on l'a vraiment co-construit avec l'utilisateur. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que il y avait une vraie problématique, en tout cas d'attachement à tout ce qui était dématérialisé pour le cuisinier du quotidien. Parce qu'en réalité, le cuisinier du quotidien, c'est une personne d'affect. Il aime bien choisir ses produits, il aime bien savoir ce qu'il mange, il aime bien donner des aliments relativement sains s'il a une famille, donc à ses enfants, etc. Et donc, il y avait une problématique d'attachement qui était que le dématérialisé ne leur parlait pas et d'usage. Hein. Je pense que si vous avez déjà cuisiné avec un téléphone, vous allez vite comprendre ce que je vous dis. Et donc, en fait, en créant ce petit bonhomme, donc, qui est essentiellement lié à l'exécution, vous l'avez compris, hein, il vous sert vraiment pour la phase d'exécution de la recette. On va faciliter tout le parcours de l'exécution et surtout aussi, on va réintégrer l'intégralité du foyer dans la cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'en déchargeant la personne qui organise, donc souvent malheureusement c'est encore la femme, je dis souvent malheureusement parce que moi je suis plutôt partisan du partage des tâches, c'est encore la femme, et ben en réalité, comme elle sait que tout est organisé, structuré, elle n'hésite pas à déléguer à son fils, son mari, pour exécuter. En plus, eux, ils trouvent ça rigolo, c'est sympa, tout est prêt, etc. Vous avez une balance intégrée, donc vous ne pouvez pas vous tromper dans les quantités. Vous pouvez même demander des ingrédients de substitution si jamais il vous manque un ingrédient dans la recette. Et derrière, en fait, tout est séquencé par étapes, il vous gère les minuteurs. Donc en fait, c'est hyper simple d'utilisation. Voilà. Ouais, une meilleure répartition de la charge mentale, ça reste une de vos missions. Exactement. Ça a nécessité beaucoup de R&D, beaucoup de développement avant d'arriver justement à cette équation. Alors, le plus dur, ça a été de générer ce que nous on a appelé notre cooking planner, hein, notre modèle algorithmique, donc l'intelligence artificielle dont je parlais, parce que, enfin, n'oublions pas qu'une intelligence artificielle ne goûte pas. Donc, quand il a fallu lui apprendre à cuisiner, c'est un sujet. Parce qu'elle se base sur des modèles mathématiques, pas du tout sur le goût. Donc, elle nous a fait des propositions parfois un petit peu rocambolesques. Et donc, on a dû vraiment passer par une phase d'apprentissage où elle apprenait finalement à associer des ingrédients pour créer les recettes. Donc ça a été assez drôle. Donc ça a été entre autres une de mes tâches et ça l'est toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que cette phase-là a duré à peu près 2 ans de R&D. Elle est en constante amélioration, mais en tout cas on a vraiment une phase importante d'apprentissage et derrière du coup de génération de recettes avec des nutritionnistes évidemment. Il y a combien de combinaisons possibles? Vous avez un chiffre ou... Alors aujourd'hui, on va bientôt atteindre presque les millions de combinaisons possibles. Hein. Il y a énormément de combinaisons possibles. Après, évidemment, comme nous, c'est ce qu'on a appelé des méta-recettes. Une méta-recette, si vous voulez, c'est une potentialité d'association d'ingrédients qui va donner une recette en fonction des contraintes de l'utilisateur. Donc là, en fait, on fonctionne plutôt en termes de méta-recettes qu'en nombre d'associations, parce que vous imaginez les ingrédients, Ouais. dès que vous commencez à associer des ingrédients, ça fait tout de suite des plénipotentialités, mais ça ne donne pas toujours quelque chose de bon. Ça, faut le tester. Mais en tout cas, ça permet de varier un petit peu et de ne pas manger toujours la même chose. Un de vos concurrents, j'imagine, principaux, c'est des Deliveroo ou autres? Pas forcément, parce que nous, justement, on est vraiment sur le fait maison. En fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en moyenne, un foyer français, alors bon, on va dire qu'actuellement, c'est un petit peu modifié, mais un foyer français, aujourd'hui, il va consommer en moyenne un repas fait maison. Il va faire 3 à 4 repas par semaine vraiment cuisinés. Je parle repas du soir, hein, parce que le repas du midi, c'est un autre mode de consommation en temps normal, quand il n'y a pas la Covid. Et c'est vrai qu'il y a toujours 1 ou 2 repas dans la semaine qui sont soit achetés chez le traiteur, soit des plats tout faits, etc. Parce qu'il y a une lassitude aussi, hein, ce que je peux comprendre. Donc, c'est pas tellement des concurrents pour nous. C'est plutôt complémentaire à notre offre. Et donc, c'est pour ça que nous, ça nous tenait à cœur d'avoir une vraie offre adaptée du quotidien avec des bonnes recettes et qui soient simples. Nous, c'est vraiment notre philosophie. C'est qu'il faut que ça soit bon et simple. Voilà. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, nous, pour vous retracer un petit peu la philosophie, donc à la fois, il y a la version premium du produit que vous avez vu qui va sortir. Et en fait, comme je vous l'ai dit, Ça coûtera combien ce canard dans ma alors, cuisine? 199 euros TTC, c'est tout. Vous n'avez pas d'abonnement. Une fois que vous l'avez acheté, toutes les mises à jour se feront automatiquement dès que vous êtes connecté au Wi-Fi. Vous aurez les évolutions, il n'y a pas de D'accord, je souci. n'ai pas besoin de m'abonner après. Pas du tout. Donc ça, c'est la première étape. Mais surtout, nous, ce qu'on voulait dans la plus grande philosophie que je vous ai évoquée, c'était vraiment d'avoir cette contribution plus globale sur l'alimentation de demain. Et donc de donner finalement la possibilité aux différents acteurs, tant distributeurs, industriels que consommateurs, de pouvoir mieux communiquer entre eux. Et donc nous, on se place vraiment comme un tiers de confiance, où vraiment on va collecter l'usage sur des produits alimentaires,
C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment une communauté de consommateurs, donc de manière totalement anonyme, se comporte vis-à-vis de certains produits alimentaires, pour essayer en fait de pousser des recommandations auprès des industriels et des distributeurs, soit en termes de conditionnement, en termes de recettes, etc., où on a un vrai lien. Et en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de contextualiser cette donnée, de la comprendre, de comprendre la communauté de consommateurs et ce qu'ils veulent nous dire, pour que derrière, en fait, on puisse, de manière très propre et éthique, vendre cette donnée aux industriels et aux distributeurs pour qu'ils s'améliorent, en fait. D'accord, donc Et ce c'est vraiment seront ça vos clients à terme, Voilà, ce ces seront nos industriels. clients, voilà, qui seront vraiment en lien direct avec notre communauté, justement pour améliorer l'alimentation de demain. Voilà. Et mieux connaître ses clients. On va Exactement. finir cette émission avec une partie qui vous est plus personnelle et qui vous est consacrée, Alexia. Alors vous l'avez mentionné, vous étiez déjà créatrice d'entreprise, hein, vous aviez déjà une autre entreprise. Comment est-ce qu'on gère la transition entre deux boîtes? C'est une très bonne question. Au début, c'est compliqué parce qu'en réalité, surtout quand on est impliqué, mais je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, c'est très compliqué de lâcher ou en tout cas de ralentir sur une structure. À vrai dire, ça s'est fait au bout d'un moment assez naturellement parce que Pop Duck prenait de l'ampleur, que Dark and Fuchsia était passionnant, mais je me voyais pas non plus, moi, y rester encore 30 ans. Donc, c'était vraiment un bon relais. Ça prenait de l'ampleur, ça prenait vraiment voilà, le marché accéléré. Il y avait des vrais enjeux, donc c'était hyper intéressant. Et surtout, c'était aussi un poste dans lequel, avec notamment mon associé, on se voyait vraiment évoluer dans le temps. C'est-à-dire à la fois, déjà, il faut créer. Après, faut commercialiser, il faut structurer, il faut partir à l'international. Et ça, c'était vraiment une opportunité que m'offrait Popot Duck. Et donc, c'est vraiment, ça s'est fait de manière assez naturelle. Alors, j'ai gardé ma première structure, mais qui est devenue, pour le coup, une holding de la seconde. Mais maintenant, je concentre vraiment mon énergie et mon effort sur la deuxième structure. Et alors justement, comment est-ce que vous construisez vos journées? Comment est-ce que vous répartissez cette énergie? Comment est-ce que vous mettez tout ça en musique? Ça aussi, c'est un vrai enjeu, mais je pense pour beaucoup d'entrepreneurs. La difficulté quand vous commencez, c'est que vous n'êtes pas 350. Donc malheureusement, vous êtes obligé de passer par tous les postes. Ou heureusement, alors ça c'est passionnant, hein, ceci dit, je dis malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a des fois ça épuise, mais d'un autre côté c'est hyper riche. Enfin, moi je veux dire, il y a des journées où je passe de discussions techniques avec les ingénieurs hyper passionnantes, très pointues, à de l'apprentissage sur une IA, à du commercial avec un industriel. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est hyper riche. Après, la complexité, après, c'est de savoir justement évoluer, recruter, déléguer et d'accepter que peut-être parfois, c'est un petit peu moins bien fait que soi, mais c'est normal. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes dans le monde de l'entreprise qui vous inspirent, des business models, comme on aime à le dire dans cette émission? Alors, des personnes qui m'inspirent, j'ai presque envie de dire que, assez paradoxalement, c'est pas forcément des entrepreneurs. Je parlerais plus d'une mentalité de manière générale. C'est plus, moi je dirais plutôt souvent des. Alors, moi je rejoins souvent la mentalité assez sportive parce que moi je trouve que finalement l'entrepreneur est très proche de sportif, finalement en termes de mentalité, de dépassement de soi, de D'endurance. constance, d'endurance, de persévérance, Ouais. aussi savoir s'adapter. Donc moi, je suis assez admirative, hein, que ce soit mais d'entrepreneurs de manière générale. Alors après, il y aura toujours les plus connus. Moi, ce que je déplore surtout, c'est qu'il n'y ait pas encore assez de femmes qui soient des business models, comme on Mm. dit. Il y en a de plus en plus et j'en suis très Oui, fière. on voit de plus en plus de jeunes femmes entreprendre, hein, et on en reçoit, on essaie de leur donner la parole souvent dans cette émission. Il y en a quand même, on sent quand même qu'il y a une vraie dynamique là qui est en train d'arriver. Oui, oui, complètement. Il y a une vraie dynamique et puis surtout, je dirais aussi une acceptation que la femme peut être chef d'entreprise. Parce qu'il y a quand même il y a quand même un enjeu de société assez fort où malheureusement, dès qu'on commence à monter dans des postes à responsabilité, alors c'est pas qu'entrepreneur, hein, c'est cadre aussi, dirigeant, etc. Hein, c'est pas qu'entrepreneur. Malheureusement, il y avait encore un phénomène social qui était que la femme elle-même se mettait des barrières aussi. Hein, c'est pas que masculin. Là, pour le coup, il faut pas Oui, blâmer que les hommes. de l'autocensure souvent. Exactement. Et puis, il y avait aussi un phénomène social où on n'imaginait pas forcément les femmes à ces postes-là. Et puis, on retrouvait malheureusement trop peu de femmes aussi pour aider aussi d'autres femmes à monter. Enfin, quand vous voyez aujourd'hui que 2% des levées de fonds, ça reste des femmes et qu'il n'y en a que 2%,
Mais c'est normal quand vous voyez la constitution des fonds d'investissement, quand vous voyez la constitution des business angels, c'est 80-90% d'hommes. Donc déjà, l'approche n'est pas la même. Et vous, justement, vous essayez de promouvoir des jeunes femmes à l'intérieur de l'entreprise? Alors, moi, j'essaye de promouvoir des jeunes femmes à l'intérieur de l'entreprise, mais surtout, parce que je pense que c'est aussi une notion d'éducation, j'essaie d'intervenir le plus possible pour, je dirais, répandre la bonne parole auprès des jeunes, en disant que c'est pas que masculin, c'est aussi féminin, et qu'en fait, entreprendre, c'est juste entreprendre sa vie, c'est pas vraiment entreprendre une entreprise, c'est juste accepter qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on rêve, d'entreprendre, mais aussi peut-être d'avoir des postes à responsabilité. Donc j'interviens beaucoup auprès des jeunes de 6e à bac plus, voilà, pour justement essayer de justement leur dire que c'est possible et que faut pas nous-mêmes aussi nous autocensurer, quoi. Bon, ben voilà, le message est passé, vous le faites très bien passer. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette aventure de Pop-Up Doc. On espère le retrouver dans de nombreuses cuisines pour nous aider à manger mieux. Et puis, il viendrait nous raconter la suite dans quelques temps pour voir comment ce canard grossit. Merci Avec plaisir. Alexia. Merci à vous. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.